Mon fils a disparu pendant 13 ans, jusqu'au jour où il a découvert que j'étais devenu millionnaire. Il est apparu sur le pas de ma porte avec des valises et sa femme. En tant que ton fils, je mérite une place. Nous emménageons. Tu as beaucoup d'espace ici. J'ai souri et j'ai fait ce que je devais faire. Avant de commencer, je vous demande gentiment de vous abonner à cette chaîne et de mettre un like si cette histoire vous touche. Ce canal soutient une famille et a besoin de portée pour continuer à exister. Merci du fond du cœur pour votre soutien. Maintenant, laissez-moi vous raconter mon histoire. Je m'appelle Simone Bernard. J'ai 67 ans. Et ce matin du 15 octobre, quand j'ai ouvert la porte de ma villa à Marseille, face à la Méditerranée scintillante sous le soleil d'automne, je n'aurais jamais imaginé que mon passé reviendrait me hanter avec autant de violence. La sonnette a retenti à 9 heures précises. J'étais dans ma cuisine, préparant mon café comme chaque matin, regardant les voiliers glisser sur l'eau turquoise depuis ma baie vitrée. Ma maison au Calanque, perchée sur les rochers blancs, valait à elle seule 4 millions d'euros. Mais ce n'était rien comparé au reste de ma fortune. 28 millions d'euros. Oui, vous avez bien entendu. 28 millions. Pas gagné à la loterie, pas hérité, gagné. Chaque centime arraché à la sueur, aux nuits blanches, aux sacrifices que personne ne voit jamais. J'ai posé ma tasse. Mon cœur a fait un bond étrange quand j'ai regardé l'écran de l'interphone. Un homme d'environ 40 ans, barbe soigneusement taillée, chemise blanche impeccable, lunettes de soleil persol. À côté de lui, une femme enceinte, très enceinte, robe d'été Sandro, cheveux lissés parfaits. Mais ce n'était pas leur apparence qui m'a coupé le souffle. C'était son visage. Ce visage que j'avais embrassé des milliers de fois quand il était enfant. Ce visage que j'avais cherché pendant des années dans chaque rue de Marseille, dans chaque gare, dans chaque hôpital. Ce visage qui m'avait abandonné il y a 13 ans, 2 mois et 17 jours. Olivier. Mon fils. Mes mains ont tremblé quand j'ai appuyé sur le bouton pour ouvrir le portail. Pas de joie, pas de soulagement. Juste une boule glacée qui s'est formée dans mon ventre. Je les ai regardés monter l'allée pavée, traînant 2 grosses valises samsonites dernier cri. Olivier marchait avec cette assurance que je ne lui connaissais pas, cette démarche d'homme qui a réussi ou qui veut le faire croire. Sa femme, elle, scrutait chaque détail de la propriété avec des yeux de comptable évaluant un actif. J'ai ouvert la porte avant qu'il ne frappe. Nous nous sommes regardés. Le silence a duré une éternité. Le Mistral soufflait doucement, apportant l'odeur de la mer et du romarin sauvage. « Maman » a-t-il finalement dit, avec un sourire qui ne montait pas jusqu'à ses yeux. Je suis rentré à la maison. Ma gorge s'est serrée. « Maman », ce mot que je n'avais pas entendu depuis le 23 août 2012. Le jour où il était parti en claquant la porte de notre petit appartement de 2 pièces à la Castellane, me hurlant que j'étais étouffante, que je ne comprenais rien à ses rêves, que j'étais juste une infirmière ratée qui ne serait jamais rien. 13 ans, Olivier, ai-je répondu d'une voix que je ne reconnaissais pas moi-même. Calme, trop calme. 13 ans, sans un mot, sans un message, sans même me dire si tu étais vivant ou mort. Il a eu le culot de hausser les épaules, comme si on parlait d'un oubli d'anniversaire. J'avais besoin de temps, maman, de construire ma vie. Tu sais comment c'était difficile entre nous. Difficile, ce mot. Comme si mes sacrifices, mes nuits à travailler à l'hôpital après mes journées de femme de ménage pour payer ses études, comme si tout ça rendait notre relation difficile. Sa femme s'est avancée, main tendue, sourire commercial parfait. « Simone, je suis Valérie. Enchantée. Olivier m'a tellement parlé de vous. » Menteuse. Je voyais dans ses yeux qu'elle savait exactement pourquoi ils étaient là. Et ça n'avait rien à voir avec les retrouvailles familiales. « Entrez », ai-je dit simplement, m'écartant du seuil. Ils sont entrés comme des conquérants prenant possession d'un territoire. Valérie a immédiatement laissé échapper un petit cri admiratif en voyant le salon cathédral, les poutres apparentes, la vue panoramique sur la mer. Mon Dieu, Simone, c'est magnifique. Combien de mètres carrés? 250? 300? 320, ai-je répondu sèchement. Olivier marchait déjà dans le salon, touchant les meubles, évaluant,
calculant. J'ai serré les poings. 4 chambres en haut, c'est ça? A-t-il demandé sans me regarder. Et le terrain fait combien? 2 hectares? 1 hectare et demi, vue directe sur les Calanques. Il a hoché la tête, satisfait. Valérie s'est laissée tomber sur mon canapé en cuir italien, caressant son ventre arrondi avec un soupir théâtral. Le trajet depuis Paris a été épuisant. 6 heures de TGV, c'est long dans mon état. Paris. Donc il vivait à Paris. Pendant 13 ans, mon fils vivait à 3 heures de train de moi et il n'avait jamais trouvé le temps de venir. Je suis restée debout, dos à la baie vitrée, les bras croisés. Le soleil de Marseille entrait à flots, illuminant leurs visages. Je voulais voir chaque micro-expression, chaque mensonge, avant qu'ils ne sortent de leur bouche. Pourquoi maintenant, Olivier? Ma voix était dangereusement calme. Pourquoi exactement maintenant? Il a évité mon regard, s'est dirigé vers la cuisine ouverte, a ouvert mon réfrigérateur Sub-Zero, comme s'il était chez lui, a pris une bouteille d'eau Perrier. On peut pas juste être content de se revoir? J'ai mûri, maman. Je veux renouer. Je veux que mon enfant connaisse sa grand-mère. Ton enfant. J'ai prononcé ces mots lentement. Quand doit-il naître? Dans 6 semaines, a répondu Valérie, un sourire mielleux aux lèvres. Un garçon. On va l'appeler Louis. Tu vas être grand-mère, Simone. C'est merveilleux, non? Merveilleux. Pendant 13 ans, j'avais rêvé de ce moment, d'avoir des petits-enfants, de transmettre mon amour à une nouvelle génération. Mais pas comme ça, pas entaché par le calcul et la manipulation. « Comment tu m'as trouvé ?» ai-je demandé. Olivier a ricané, a sorti son iPhone dernier modèle. « Maman, tu es partout sur Internet. L'article dans la Provence il y a 3 mois. Simone Bernard, ex-aide-soignante de la Castellane, vend sa start-up de télémédecine pour 28 millions d'euros. Avec photo de cette villa, c'était pas très difficile. Voilà, la vérité, crue, sans phare. Il ne s'était pas réveillé un matin avec le désir soudain de revoir sa mère. Il avait vu l'argent, et il était venu le réclamer. Je me suis assise lentement dans le fauteuil face à eux, mes jambes ne me portaient plus. 28 millions d'euros. Le fruit de 10 années de travail acharné. Après mes 57 ans, j'avais tout risqué. J'avais créé une application pour connecter les aides-soignants indépendants avec les personnes âgées isolées. J'avais investi mes dernières économies, dormi 4 heures par nuit, appris à coder à un âge où la plupart des gens pensent à la retraite. Et j'avais réussi. Au-delà de mes rêves les plus fous. « Qu'est-ce que tu veux vraiment, Olivier ?» ai-je demandé, la fatigue soudaine dans ma voix. Il s'est assis à côté de Valérie, a pris sa main. Ils avaient répété cette scène. J'en étais certaine. « On veut vivre ici, maman. Avec toi, en famille. Tu as tout cet espace, 4 chambres vides. Et avec le bébé qui arrive, on a besoin de stabilité. Notre appartement à Paris est minuscule, 45 mètres carrés. C'est impossible avec un nouveau-né. Vous voulez vivre ici? J'ai répété ces mots comme si je testais leur poids. Gratuitement, j'imagine. Valérie a eu l'audace de paraître offensée. Simone, on est une famille. On ne va pas te payer un loyer. Et puis, franchement, qu'est-ce que ça change pour toi? Regarde tout ce que tu as, cette maison, l'autre appartement à Nice que j'ai vu dans l'article, les investissements. Tu ne peux pas tout dépenser de toute façon. Mon sang n'a fait qu'un tour, mais je me suis forcée à rester immobile, à respirer, à observer. Et ton travail, Olivier? L'article de la Provence ne mentionnait que moi. Qu'est-ce que tu fais dans la vie maintenant? Un silence, trop long. Valérie a serré sa main plus fort. Je suis entre 2 projets en ce moment. Le marché est difficile. Il est au chômage depuis 8 mois, ai-je traduit. Son visage s'est durci. C'est temporaire. J'ai des contacts, des opportunités. Mais en attendant, oui, c'est compliqué financièrement. Et alors? Je suis ton fils. Tu as une obligation morale envers moi. Une obligation morale. Ces mots m'ont transpercé comme des lames. J'ai fermé les yeux une seconde et les souvenirs ont déferlé. Moi, pleurant dans les toilettes de l'hôpital Nord, après 16 heures de garde quand j'avais appris qu'Olivier avait été renvoyé de sa 3e école. Moi, vendant les bijoux de ma mère pour payer son permis de conduire.
moi, à genoux, suppliant le propriétaire de ne pas nous expulser quand Olivier avait dépensé l'argent du loyer dans des paris sportifs en ligne. Et lui qui était parti en me disant que j'étais un boulet, que je ne comprenais rien à l'ambition, que j'étais pathétique avec mes rêves de petite vie tranquille. J'ai rouvert les yeux. Une obligation morale, ai-je répété lentement. Parlons-en, justement. Je me suis levé, suis allé chercher une boîte en bois dans mon bureau vitré qui donnait sur la mer. Mes mains ne tremblaient plus. Une étrange sérénité m'avait envahi. Celle qui vient quand on sait exactement ce qu'il faut faire, même si c'est la chose la plus difficile du monde. Je suis revenu dans le salon et posé la boîte sur la table basse en verre entre nous. Olivier et Valérie l'ont regardé avec curiosité mêlée d'espoir. Ils pensaient peut-être que c'était des papiers de propriété, des contrats, quelque chose qu'ils pourraient signer pour s'assurer une part de mon patrimoine. J'ai ouvert la boîte. À l'intérieur, il y avait des lettres. Des dizaines et des dizaines de lettres. Toutes dans leurs enveloppes, certaines jaunies par le temps. L'adresse d'Olivier, ses différentes adresses au fil des années, écrites de ma main. Toutes avec la mention « Retour à l'expéditeur » tamponnée en rouge ou « Destinataire inconnu à cette adresse ». 13 ans de lettres, ai-je dit doucement. Une par mois, parfois plus. Les 10 premières années, je t'ai écrit religieusement. Je te racontais ma vie. Je te demandais pardon si je t'avais blessé. Je te disais que tu me manquais, que la maison était vide sans toi, que j'étais prête à tout pour qu'on se parle à nouveau. J'ai pris une lettre au hasard, l'ai ouverte et commencé à lire d'une voix neutre. 15 décembre 2014. Mon Olivier chéri, c'est bientôt Noël. Je pense à tous les Noëls qu'on a passés ensemble. Tu te souviens de celui de tes 8 ans, quand je t'avais offert ce vélo rouge que j'avais payé en 10 fois? Tu avais pleuré de joie. Je donnerai tout pour te revoir, mon fils. Je travaille beaucoup maintenant. Je mets de l'argent de côté. Un jour, je te prouverai que j'ai réussi quelque chose, que tu peux être fier de moi. Je t'aime. Maman. Le silence était assourdissant. Olivier fixait les lettres, la mâchoire serrée. Valérie jouait nerveusement avec son alliance. Toute revenue, ai-je continué en reposant la lettre. Pendant 10 ans, j'ai essayé. Et toi, tu m'as effacé, complètement, comme si je n'avais jamais existé. J'avais besoin d'espace, a-t-il murmuré, mais sa voix manquait de conviction. D'espace. J'ai hoché la tête. Pendant ce temps, tu sais ce que je faisais? Je travaillais de 6 heures du matin à minuit. J'avais 3 emplois. Aide-soignante à l'hôpital le matin, ménage dans des bureaux l'après-midi, garde de nuit pour des personnes âgées. Je dormais dans ma voiture entre 2 services. Je mangeais des sandwichs à 1 euro. Valérie a pâli légèrement. Olivier évitait toujours mon regard. Et tu sais pourquoi je faisais ça? Pour oublier. Pour ne pas penser au vide que tu avais laissé. Pour ne pas sombrer dans la dépression. Le travail était ma seule thérapie. Je me suis rassise et croisé les jambes et planté mon regard dans celui d'Olivier jusqu'à ce qu'il soit forcé de me faire face. C'est pendant ces années-là que j'ai eu l'idée de ma start-up. En faisant les nuits chez Madame Ventry, une vieille dame de 92 ans qui vivait seule à Andoum. Elle avait besoin de soins constants, mais sa famille habitait à Lyon et ne venait jamais. Un soir, elle m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. J'ai marqué une pause. Ma voix s'est étranglée malgré moi. Elle m'a dit « Simone, toi au moins, tu es là. Ma propre fille ne vient que pour compter mes meubles et calculer son héritage. Mais toi, tu me tiens la main. Tu m'écoutes. Tu n'attends rien de moi. » Et elle a pleuré. Cette femme qui avait tout donné à ses enfants pleurait parce qu'elle se sentait seule et utilisée. Olivier a baissé les yeux. « Bon signe, me suis-je dit. Il lui reste peut-être une once de conscience. » C'est ce soir-là que j'ai compris quelque chose de fondamental sur l'amour familial. Ce n'est pas un dû. Ce n'est pas automatique. Ce n'est pas parce qu'on partage le même sang qu'on se doit tout éternellement, sans rien en retour. L'amour familial, le vrai, c'est du respect mutuel, de la présence, de l'attention, et quand tout ça disparaît. Il ne reste qu'un titre vide. Mère. Fils. Des mots sans substance. Maman, écoute. Olivier a tenté de m'interrompre. Non. Ma voix a claqué comme un fouet. Toi, tu vas écouter,
Pour une fois dans ta vie, tu vas m'écouter jusqu'au bout. » Je me suis levée à nouveau, cette fois pour aller chercher un dossier dans le tiroir de mon secrétaire ancien. Un dossier épais, plein de documents, de relevés, de preuves tangibles d'une vérité que j'avais gardée pour moi jusqu'à aujourd'hui. Quand j'ai créé mon entreprise, il y a 10 ans, tu sais quel a été mon premier investissement? Pas dans des bureaux chics, pas dans de la publicité. Non, j'ai engagé un détective privé. Olivier a relevé la tête brusquement. « Quoi? Tu m'as bien entendu, un détective privé, Philippe Arnaud, ancien policier reconverti. Je l'ai payé 50 000 € sur 3 ans pour qu'il te retrouve et qu'il me donne des nouvelles de toi. Parce que même si tu m'avais abandonné, même si tu refusais mes lettres, je devais savoir si tu étais vivant, si tu allais bien, si tu avais besoin d'aide. » J'ai ouvert le dossier, étalé les photos sur la table, des photos de lui. À la terrasse d'un café à Montmartre, entrant dans son immeuble parisien, un bel immeuble haussmannien du 9e arrondissement. Au restaurant avec Valérie, en week-end à Deauville. J'ai tout suivi, Olivier, tout. Je savais que tu avais un bon travail chez Orange, responsable marketing, 38 000 € par an. Je savais que tu avais quitté ce poste pour tenter un projet entrepreneurial qui a échoué. Je savais quand tu as rencontré Valérie, en juillet 2020. Je savais pour votre mariage civil discret en mairie du 10e. Je n'étais pas invité, évidemment. Les mains de Valérie tremblaient maintenant. Olivier était livide. Tu m'as fait suivre. Il semblait partagé entre la colère et l'incrédulité. Pas suivre, surveiller, pour m'assurer que tu allais bien, parce que c'est ça, être parent. Même quand ton enfant te rejette, même quand il te brise le cœur, tu continues de t'inquiéter, tu continues de vouloir son bien. C'est l'amour inconditionnel dont tout le monde parle, celui que j'ai eu pour toi pendant 40 ans. J'ai sorti un autre document du dossier. Mais il y a 6 mois, j'ai découvert quelque chose qui a tout changé. Le détective m'a apporté cette information. Tu veux savoir ce que c'était? Personne n'a répondu. Le silence était si épais qu'on entendait les mouettes crier au loin. Ton appartement de Paris, celui dont ta femme se plaint qu'il est trop petit. Je sais exactement où il se situe. Rue Lafayette, 45 mètres carrés. Tu le loues 950 € par mois. Et alors? A lancé Valérie, sur la défensive. Alors, il y a 8 ans, quand j'étais encore aide-soignante et que je vivais dans mon 2 pièces de la Castellane, j'ai eu un accident. Je suis tombée dans les escaliers de mon immeuble. Fracture du fémur. 3 mois d'arrêt. Pas de salaire complet, juste les indemnités de la Sécu. Je ne pouvais plus payer mon loyer. J'ai vu Olivier se raidir. Il savait où j'allais en venir. Le propriétaire voulait me mettre dehors. J'ai tout essayé. Les services sociaux, les associations, rien. J'ai appelé ta dernière ligne, celle que j'avais. Un message enregistré. Ce numéro n'est plus attribué. J'ai envoyé un mail à ton ancienne adresse professionnelle. Retour automatique. J'étais seule, complètement seule. Ma voix s'est brisée, mais je me suis forcée à continuer. Une voisine, Madame Khaled, une femme algérienne qui nettoyait des immeubles, m'a prêté 3 000 €. 3 000 € qu'elle avait mis de côté pendant 2 ans pour réparer les dents de sa fille. Elle me les a donnés sans hésiter. Une étrangère, une femme que je connaissais à peine. Elle m'a sauvée. Des larmes coulaient maintenant sur mes joues, mais je ne les ai pas essuyées. Pendant ce temps-là, toi, tu vivais ta vie à Paris, ton salaire confortable, tes sorties, tes projets, et tu n'as jamais, jamais pensé à ta mère. « Je ne savais pas !» a explosé Olivier, se levant d'un bond. « Comment j'aurais pu savoir? Tu ne m'as jamais contacté. » J'ai sorti la dernière pièce du dossier, une lettre, avec tampon postal. Si, le 8 novembre 2017, ta dernière adresse connue à l'époque, rue Condorcet. J'ai écrit, j'ai expliqué la situation, j'ai demandé de l'aide. Pas un prêt, une aide. Juste de quoi ne pas me retrouver à la rue. La lettre est revenue. Destinataire a déménagé. Pas de suivi de courrier. Olivier s'est rassis lourdement, comme si ses jambes ne le portaient plus. Valérie le regardait avec une expression que je ne pouvais pas déchiffrer. Surprise? Gêne? Ou simplement calcul pour savoir comment sauver la situation? Madame Khaled, ai-je continué d'une voix plus douce. Je lui ai remboursé ses 3 000 €
1 an plus tard, avec intérêt. Mais ce n'était pas assez pour moi. Cette femme m'avait sauvé quand mon propre sang m'avait abandonné. Alors quand ma start-up a été rachetée, tu sais ce que j'ai fait? J'ai souri pour la première fois depuis leur arrivée. Un vrai sourire. Je lui ai acheté un appartement, un 3 pièces à Saint-Just, avec vue sur Notre-Dame de la Garde. 240 000 €, entièrement payés, plus 50 000 € pour qu'elle puisse arrêter de travailler et s'occuper de sa santé. Elle a 63 ans et des problèmes de dos à force de nettoyer des escaliers. Valérie a écarquillé les yeux. Vous lui avez donné presque 300 000 € à une étrangère? Pas une étrangère. La seule personne qui a été là quand j'avais besoin. La définition même de la famille, en fait. Je suis allé me servir un verre d'eau dans la cuisine, laissant mes mots faire leur effet. Le robinet coulait, le bruit résonnait dans le silence tendu du salon. Par la fenêtre, je voyais un voilier au loin, glissant librement sur la mer. Cette image m'a donné du courage. Quand je suis revenu, j'ai posé mon verre et me suis tenu debout face à eux, droite, digne. Maintenant, parlons de votre demande. Vous voulez vivre ici. Vous voulez profiter de cette maison, de ma fortune, de ma réussite. Très bien. J'ai une proposition à vous faire. Olivier s'est redressé, un éclair d'espoir dans les yeux. Valérie aussi. Il pensait avoir gagné. Il pensait que j'allais céder. Comme toutes ces années où j'avais cédé, où j'avais donné, où j'avais sacrifié. Comme il se trompait. Voici les conditions, ai-je annoncé calmement. Vous pouvez rester ici. Chambre au premier étage, celle avec la salle de bain privée et la vue sur la mer. 15 jours. Le temps que Valérie se repose de son voyage et que vous cherchiez un logement à Marseille ou dans les environs. Le visage d'Olivier s'est assombri. 15 jours? Mais maman, on a besoin... Laisse-moi finir. Ma voix était acier. Pendant ces 15 jours, tu vas travailler. Oui, travailler. Je dirige toujours une fondation caritative, annexe de mon ancienne entreprise. On aide les personnes âgées isolées, comme Madame Ventry autrefois. Tu vas venir avec moi tous les matins. 6h30. On visite les patients. On fait les courses pour ceux qui ne peuvent plus se déplacer. On leur tient compagnie. On change leurs draps quand ils sont malades. On nettoie leurs appartements. Tu te moques de moi? Olivier a ri nerveusement. Pas du tout. Tu veux ma fortune? Montre-moi que tu comprends d'où elle vient. Pas de l'intelligence supérieure, pas de la chance, mais du travail, de l'humilité, de l'empathie. Valérie a posé une main sur le bras d'Olivier. C'est ridicule, chérie. On n'est pas obligé d'accepter ces conditions humiliantes. Humiliantes? J'ai presque crié. Humiliant de servir les autres? Humiliant de faire ce que j'ai fait pendant 40 ans? C'est ça que tu penses de la vie de ta belle-mère? Que c'était humiliant? Elle a baissé les yeux. À la fin des 15 jours, ai-je poursuivi, si tu as prouvé que tu es capable de changer, que tu comprends la valeur du travail et du sacrifice, je t'aiderai. Je t'aiderai à trouver un logement décent. Je te prêterai de quoi démarrer une nouvelle activité professionnelle. Pas un don, un prêt, avec contrat, avec échéancier de remboursement, comme une vraie relation adulte et équilibrée. Et si je refuse? La voix d'Olivier tremblait de colère contenue. Alors vous partez maintenant. Je vous appelle un taxi. Dans 1 heure, vous serez à la gare Saint-Charles. Et on ne se reverra plus jamais. Mais cette fois, ce sera ton choix conscient. Pas le mien. Le silence qui a suivi était écrasant. On entendait juste le tic-tac de l'horloge ancienne dans le couloir, celle que j'avais achetée avec ma première prime quand la start-up avait décollé. Olivier s'est levé, a fait les 100 pas devant la baie vitrée. Je voyais son cerveau travailler, peser le pour et le contre, calculer ce qu'il pouvait obtenir, comment il pouvait manipuler la situation. Valérie s'est levée péniblement, sa main sur son ventre arrondi. Elle s'est approchée d'Olivier, lui a murmuré quelque chose à l'oreille. J'ai lu sur ses lèvres, on n'a pas le choix. Puis plus fort, pense au bébé. Olivier s'est retourné vers moi, le visage fermé. D'accord, on accepte tes conditions. 15 jours. Mais après, tu nous aides vraiment, pas avec des miettes. On parle d'une aide substantielle. On verra, ai-je répondu simplement. Les actes parlent plus fort que les promesses.
Ce soir-là, je leur ai montré leur chambre. J'avais préparé la plus belle, celle que je gardais pour les invités que je n'avais jamais eus. Drap en lin blanc, vue sur la mer, salle de bain en marbre de Carrare. Valérie a inspecté chaque détail avec des yeux de propriétaire déjà. « Où est ta chambre ?» a-t-elle demandé. « De l'autre côté de la maison. On aura chacun notre intimité. » « Et les autres chambres ?» « Fermées à clé. Ce sont mes espaces privés, mes bureaux, mes archives. » J'ai vu une lueur de frustration passer dans son regard. Elle voulait tout explorer, tout évaluer, tout compter. Mais elle s'est retenue. Le premier matin, je les ai réveillés à 6 heures. Olivier a ouvert la porte de sa chambre, les cheveux en bataille, en caleçon. 6 heures? Sérieusement? Les personnes âgées qu'on aide se lèvent tôt. Certaines n'ont pas dormi de la nuit à cause des douleurs. On doit être là. Douche et descend. On part dans 20 minutes. Valérie est restée à la maison, prétextant sa grossesse. Je n'ai pas insisté. C'était Olivier que je voulais former, pas elle. Dans ma voiture, une Peugeot 3008 sobre, pas la BMW que j'aurais pu m'offrir, on a roulé en silence vers le quartier de Belsense. Olivier regardait par la fenêtre, découvrant un Marseille qu'il ne connaissait pas, ou qu'il avait oublié. « On va voir Monsieur Karim en premier », ai-je expliqué. 78 ans. Diabétique. Sa femme est morte l'année dernière. Ses enfants vivent au Maroc. Il est seul dans un studio de 25 mètres carrés. On va faire ses courses et changer ses pansements. Ses pansements? Olivier a pâli. Ulcère diabétique. Au pied. Tu vas apprendre. Monsieur Karim nous a accueillis avec un sourire édenté et des yeux brillants de reconnaissance. Son appartement sentait les épices et la solitude. Olivier est resté en retrait pendant que je m'occupais des soins, nettoyais les plaies avec douceur, refaisais les bandages. « Qui est ce jeune homme ?» a demandé Monsieur Karim en arabe, pensant qu'Olivier ne comprendrait pas. « Mon fils ?» ai-je répondu dans la même langue. « Il apprend ?»« Ah !» Le vieil homme m'a regardé avec une intensité particulière. « Celui qui était parti ?»« Oui. »« Et il revient maintenant, après que tu aies réussi ?» ?»« Oui. » Monsieur Karim a hoché la tête lentement, puis a regardé Olivier avec quelque chose qui ressemblait à de la pitié. « La fortune révèle le vrai visage des gens, ma fille. Les bons deviennent meilleurs, les mauvais montrent leur croc. Après, nous sommes allés chez Madame Ponce, 86 ans, Alzheimer précoce. Elle m'a prise pour sa fille pendant toute la visite, m'a raconté des histoires de son enfance pendant la guerre, m'a fait promettre de revenir bientôt. Elle ne se souvient même pas de nous d'une fois sur l'autre, ai-je expliqué à Olivier dans l'escalier qui puait l'urine et la misère. Mais on revient quand même, parce que sur le moment, on lui apporte de la joie, c'est tout ce qui compte. Le 3e jour, Olivier a commencé à participer. Pas avec enthousiasme, mais il participait. Il aidait à porter les courses. Il tenait la main de Monsieur Karim pendant que je changeais ses pansements. Il écoutait les histoires de Madame Ponce sans regarder son téléphone. Le 5e jour, quelque chose a changé. On visitait Madame Leclerc, ancienne institutrice, veuve, complètement isolée. Elle vivait dans un 2 pièces sombre rempli de livres qui sentaient le moisi. Olivier a remarqué une photo sur sa commode. Un jeune homme en uniforme militaire. « Votre fils ?» a-t-il demandé. Le visage de Madame Leclerc s'est illuminé, puis s'est effondré. « Oui, Thomas. Il est mort en Afghanistan en 2010. 26 ans. Je n'ai plus que des photos. Je suis désolé, a murmuré Olivier. C'est gentil, jeune homme. Vous savez ce qui me manque le plus? Sa voix. Je n'ai qu'une seule vidéo de lui, sur mon téléphone, mais je ne sais pas comment la regarder. Mes mains tremblent trop. Olivier s'est assis à côté d'elle, a pris délicatement le téléphone de Madame Leclerc. Ses doigts ont trouvé la vidéo. Un jeune homme souriant est apparu à l'écran, en tenue de camouflage, qui disait « Joyeux anniversaire, maman, je t'aime. » 30 secondes. Mais Madame Leclerc pleurait, comme si elle revoyait son fils pour la première fois. Olivier est resté avec elle 1 heure. Il lui a montré comment accéder facilement à la vidéo, comment l'enregistrer en favori, comment augmenter le volume. Il a même aidé à trier ses photos, à les scanner avec son téléphone, à créer un album numérique qu'elle pourrait consulter facilement.
Dans la voiture, sur le chemin du retour, il a été silencieux longtemps. Puis il a dit, d'une voix que je ne lui connaissais pas, « Son fils est mort il y a 15 ans, et elle pleure encore tous les jours. Moi, je suis vivant, et pendant 13 ans, tu n'as pas su où j'étais. C'est pire, non? Au moins, elle sait que son fils l'aimait. » Je n'ai rien répondu. Qu'aurais-je pu dire? Oui, c'était pire. Oui, j'avais vécu un deuil sans corps, un abandon volontaire qui fait plus mal que la mort. Ce soir-là, autour du dîner que j'avais préparé, une daube provençale comme je faisais quand Olivier était enfant, Valérie a demandé « Alors, cette journée avec les petits vieux ?»« Les personnes âgées », a corrigé Olivier sèchement. « Elles ont des noms, des histoires, des vies qui valent quelque chose. » Valérie l'a regardé, surprise. « Depuis quand tu es si sensible? Depuis que j'ouvre les yeux. » Le 8e jour, il s'est passé quelque chose que je n'attendais pas. On était chez M. Karim pour les soins habituels. Mais cette fois, le vieil homme avait de la fièvre. 39 degrés. Une infection s'était déclarée malgré nos soins attentifs. « Il faut l'emmener à l'hôpital », ai-je dit. M. Karim a secoué la tête faiblement. « Pas l'hôpital, je veux mourir chez moi, Simone. Pas dans un couloir qui sent le désinfectant. » « Tu ne vas pas mourir, mais tu as besoin d'antibiotiques. On y va. » Olivier l'a aidé à se lever, l'a soutenu jusqu'à la voiture avec une douceur que je ne lui avais jamais vue. Aux urgences de l'hôpital Nord, là où j'avais travaillé pendant 20 ans, on a attendu 4 heures. Olivier est resté à côté du vieil homme, lui tenant la main, lui parlant en français et en arabe approximatif qu'il avait visiblement appris dans les quartiers marseillais de son enfance. Monsieur Karim a été admis. Septicémie. Grave mais traitable. Olivier a insisté pour rester jusqu'à ce qu'il soit installé dans une chambre, jusqu'à ce que les antibiotiques soient administrés, jusqu'à ce que l'infirmière nous assure qu'il était stabilisé. Dans le parking de l'hôpital, à minuit passé, Olivier s'est effondré contre la voiture et a pleuré. De vraies larmes. Pas des larmes de manipulation ou de culpabilité forcée. Des larmes de quelqu'un qui réalise enfin quelque chose de fondamental. « Je ne savais pas, a-t-il hoqueté. Je ne savais pas ce que tu faisais. Je pensais que tu travaillais juste. Mais c'est pas juste un travail. C'est être humain. C'est ce que signifie être quelqu'un de bien. » Je l'ai laissé pleurer. Je ne l'ai pas consolé. Il avait besoin de ce moment, de cette prise de conscience brutale et douloureuse. « Maman, a-t-il finalement dit en levant ses yeux rougis vers moi. Je suis désolée. Je suis tellement désolée. Pas juste pour être partie, mais pour qui j'étais, pour qui je suis devenue, un fils qui ne pense qu'à lui, qui ne voit sa mère que comme une banque. Tu penses vraiment ce que tu dis? » Ma voix était dure, je devais être sûre. « Ou tu dis ce que tu penses que je veux entendre ?» Il a réfléchi longuement. Honnêteté, peut-être, pour la première fois. Les deux, je crois. Mais les vrais regrets commencent toujours comme ça, non? On regrette parce qu'on est pris. Puis on regrette vraiment quand on comprend ce qu'on a fait. J'ai hoché la tête lentement. Les 15 jours ne sont pas finis. On continue. Le 10e jour, M. Karim est sorti de l'hôpital. Olivier et moi l'avons ramené chez lui, avons fait le grand ménage de son appartement, rempli son frigo pour 2 semaines. Le vieil homme l'a serré dans ses bras. « Tu es un bon garçon, » lui a-t-il dit. « Tu as juste oublié pendant un moment. Mais ta mère, elle ne t'a jamais oublié. » Le 12e jour, Valérie a demandé à me parler seule. On s'est assise sur la terrasse, face à la mer qui brillait sous le soleil de novembre. Elle jouait nerveusement avec les glaçons de son jus d'orange. « Je vois le changement en lui », a-t-elle commencé. Il rentre chaque soir et me raconte les gens qu'il a rencontrés. Il ne parle plus de votre argent. Il parle d'eux, de leur vie, de ce qu'ils lui apprennent. « Et ça te pose un problème ?» Elle a eu un rire amer. Je ne sais pas. Quand je l'ai rencontré, il était ambitieux. Il voulait réussir, devenir riche, avoir cette vie de luxe qu'on voit sur Instagram. C'est ce qui m'a attirée. Et maintenant? Maintenant, il parle de trouver du sens, de donner en retour. Je ne sais plus qui il est. Peut-être qu'il découvre qui il est vraiment, ai-je suggéré doucement. Ou peut-être qu'il joue un rôle pour vous amadouer, a-t-elle répliqué avec une honnêteté brutale. Comment savoir?
J'ai apprécié sa franchise. Au moins, elle ne jouait pas les hypocrites. On ne sait jamais vraiment. On ne peut que donner une chance aux gens de montrer leur vraie nature. Et observer. Elle a caressé son ventre. Ce bébé. Je veux qu'il ait une vraie famille. Des grands-parents présents, de la stabilité. Pas ce que j'ai eu, moi, trimballé entre une mère qui enchaînait les hommes et un père absent. C'est pour ça qu'on est venu. Oui, pour l'argent aussi. Je ne vais pas mentir, mais surtout pour ça. Alors reste pour les bonnes raisons, ai-je dit. Pas pour ce que je peux vous donner matériellement, mais pour construire de vraies relations. C'est ça qui a de la valeur, pas les mètres carrés ou les comptes en banque. Le 13e jour, j'ai emmené Olivier à un endroit spécial, le cimetière de la Treille, sur les hauteurs de Marseille. Entre les tombes blanches et les cyprès, je l'ai guidé jusqu'à une petite sépulture simple. « Qui est-ce » a-t-il demandé en lisant le nom. « Lucien Bernard. Je ne connais pas ce nom. Ton grand-père, mon père. » Olivier m'a regardé, stupéfait. Mes grands-pères André. André était le second mari de ma mère, mon beau-père. Lucien était mon vrai père. Il est mort quand j'avais 10 ans. Cancer du poumon. Il était docker au port, un homme simple, travailleur, honnête. J'ai nettoyé la pierre tombale, enlevé les feuilles mortes, posé des roses blanches. Il me disait toujours « Simone, dans la vie, tu ne seras peut-être pas riche, mais sois riche en dignité, sois riche en honnêteté, sois quelqu'un que les gens respectent, pas par peur, mais par admiration. » C'est ce que j'ai essayé de faire. C'est ce qui m'a guidé toute ma vie. Olivier s'est agenouillé devant la tombe. Je suis désolée de ne jamais l'avoir connu. Je suis désolée de ne pas avoir été le petit-fils dont il aurait été fier. Tu peux encore le devenir, ai-je murmuré. Il n'est jamais trop tard. Le 14e jour, veille du dernier, on a reçu un appel. Madame Leclerc, l'institutrice dont le fils était mort en Afghanistan, avait fait un AVC. Elle était à l'hôpital, seule. Olivier a insisté pour y aller immédiatement. On l'a trouvée dans un lit d'hôpital, le côté gauche paralysé, terrifié. Quand elle a vu Olivier, quelque chose comme du soulagement est passé dans ses yeux. Il s'est assis, a pris sa main valide. « Je suis là, Madame Leclerc. Vous n'êtes pas seule. » Elle a essayé de parler, mais les mots ne venaient pas clairement. Olivier a compris quand même. « Vous voulez voir Thomas ?» Elle a hoché la tête, des larmes coulant. Il a sorti son téléphone, a trouvé la vidéo qu'ils avaient sauvegardée ensemble, l'a positionnée devant elle. La voix du fils disparu a rempli la chambre d'hôpital. « Joyeux anniversaire, maman, je t'aime. » Madame Leclerc pleurait et souriait en même temps. Olivier est resté 4 heures. Il a appelé les services sociaux pour s'assurer qu'elle aurait un suivi. Il a contacté la mairie pour trouver une place en maison de repos décente. Il a même appelé le centre des anciens combattants pour voir si elle pouvait bénéficier d'aide spécifique. « Pourquoi tu fais tout ça ?» lui ai-je demandé sur le parking. « Parce que si je ne le fais pas, qui le fera? Et parce que je comprends maintenant ce que ça fait d'être abandonnée. Elle a perdu son fils. Toi, tu m'as perdu. C'est la même douleur. » Le 15e jour est arrivé, le jour du verdict. On s'est tous retrouvés dans le salon, en fin d'après-midi. Le soleil couchant transformait la mer en or liquide. Valérie était assise, les mains sur son ventre. Olivier debout, les épaules tendues. Moi, dans mon fauteuil, le dossier que j'avais préparé sur mes genoux. 15 jours, ai-je commencé. Tu as tenu ta partie du marché. Tu as travaillé. Tu as appris. Tu as montré de l'empathie, de la patience, de l'humanité. Je suis fière de ce que j'ai vu. Olivier a expiré, soulagé. Mais, ai-je continué, et son visage s'est crispé à nouveau. Je dois savoir. Maintenant, dans ce moment, sans les personnes âgées autour, sans l'émotion du moment. Pourquoi êtes-vous vraiment venu? Le silence. Long, pesant, honnête. Finalement, Olivier s'est assis, tête baissée. Je vais être honnête, complètement honnête, pour la première fois peut-être de ma vie. Il a levé les yeux vers moi. On est venu pour l'argent. Quand j'ai vu l'article, j'ai vu une solution. J'étais au chômage. Valérie enceinte. Les factures s'accumulaient. Notre propriétaire voulait augmenter le loyer. J'ai pensé, ma mère a 28 millions. Elle me doit bien ça.
Comme si tu me devais quelque chose après m'avoir élevé, comme si c'était une transaction commerciale. Valérie a pris sa main, les larmes aux yeux. Je ne t'ai pas quittée il y a 13 ans, parce que tu étais étouffante, a-t-il continué, la voix brisée. Je suis partie parce que j'avais honte. Honte de ne pas réussir aussi vite que mes amis. Honte de ne pas pouvoir t'offrir une vie meilleure. Honte que tu travailles si dur pour si peu. Alors je suis partie, et je me suis convaincue que c'était ta faute, que tu étais le problème. C'était plus facile que d'admettre que j'étais un lâche. Il pleurait maintenant, sans retenue. Ces 15 jours m'ont montré qui tu es vraiment. Pas une aide-soignante qui a eu de la chance, mais une femme extraordinaire qui a transformé sa douleur en compassion, qui a pris son succès et l'a utilisé pour aider les autres, qui est devenue riche, mais qui a gardé son âme. Il s'est levé et tombé à genoux devant moi. Je ne mérite rien, maman. Ni ton argent, ni cette maison, ni même ton pardon. Mais je te demande quand même une chose. Une seule. Laisse-moi rester dans ta vie. Pas ici, dans cette vie-là, mais dans ta vie. Laisse-moi être le fils que j'aurais toujours dû être. Laisse-moi rattraper 13 ans perdus. Je ne peux pas effacer ce que j'ai fait, mais je peux être différent maintenant. Mon cœur était une tempête. 40 ans de maternité, 13 ans de solitude, 15 jours d'espoir fragile. Comment choisir? Comment savoir? J'ai ouvert le dossier sur mes genoux. J'en ai sorti plusieurs documents. J'ai quelque chose à te montrer, ai-je dit calmement. Le premier document était un testament. Olivier a pâli. Je l'ai fait rédiger il y a 3 ans quand j'ai vendu ma start-up. Dans ce testament, tu hérites de rien. 0 €. Tout va à ma fondation et à des associations caritatives. Sa mâchoire s'est serrée, mais il a hoché la tête. Je comprends. Laisse-moi finir. J'ai sorti un second document. Mais hier, j'ai demandé à mon notaire de préparer un nouveau testament. Dans celui-ci, tu hérites de 30% de ma fortune. 8 400 000 €. Avec une condition. Olivier a retenu son souffle. La condition est simple. Cet argent est bloqué dans un fonds fiduciaire. Tu reçois 100 000 € par an, à condition de travailler activement dans ma fondation, de continuer ce que tu as commencé ces 15 jours, d'aider les personnes âgées, les isoler, les oublier. Si tu arrêtes, le flux d'argent s'arrête, et le reste revient à la fondation. Il cherchait ces mots. C'est juste. J'ai sorti un 3e document. Et voici un contrat de prêt, 300 000 €, sans intérêt, pour que tu achètes un appartement décent à Marseille, proche d'ici, avec une chambre pour le bébé. Tu rembourseras 1 000 € par mois pendant 25 ans. Si tu respectes le calendrier, je te pardonnerai la dette à ton 50e anniversaire. Valérie pleurait maintenant aussi. « Pourquoi ?» a demandé Olivier. « Après tout ce que je t'ai fait, pourquoi tu fais ça ?» Je me suis levée et pris son visage dans mes mains. Parce que tu es mon fils, et malgré tout, malgré la douleur, l'abandon, les années perdues, je t'aime. Mais cette fois, l'amour vient avec des limites, avec des attentes, avec des conséquences. Ce n'est plus un amour aveugle, c'est un amour lucide.